Thierry Coulon. Bonjour. Thierry Coulon, vous êtes président du HCRES, le Haut Conseil à l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Vous êtes ancien conseiller éducation, enseignement supérieur, recherche et innovation d'Emmanuel Macron, président de la République. Et donc aujourd'hui, Cour des comptes, référé, voilà, vous devez répondre. Enfin, en tout cas, il doit y avoir une réponse qui est adressée, qui est demandée à Jean Castex, Absolument. Premier ministre. La Cour des comptes pointe un certain nombre de sujets, un positionnement et une activité à reconsidérer. On vous dit activité en quête de sens, coûteuse dans un environnement éclaté, méthodologie d'évaluation à transformer, ça on en discutera longuement de cette question, mais aussi nécessité de lier évaluation et allocation des moyens. Voilà. Et puis par ailleurs, un modèle économique et financier à repenser, avec une proposition qui fait déjà beaucoup débat, du point de vue des évalués, c'est-à-dire que d'un côté, voilà en quoi ça va changer pour eux, mais de l'autre côté, il faudra qu'ils payent. Notamment les universités, il faudrait qu'elles payent. Comment vous répondez, peut-être, on ne répondra pas à tout ici, mais voilà, quels éléments, quels traits saillants vous retenez de ce rapport de la Cour des comptes, de ce référé? Alors d'abord, je reconnais bien là la Cour des comptes. J'ai eu affaire à la Cour des comptes dans plusieurs des institutions que j'ai présidées. Ça a toujours été très utile. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec tout, mais en général, on peut beaucoup s'appuyer sur les choses. Alors moi, je classerais les remarques de la Cour des comptes en 3 catégories. Il y a des choses qui c'est simplement dû au fait que le processus, pour 1000 raisons, et comme beaucoup de processus ces temps-ci, a un peu traîné, même beaucoup. Il y a des choses qui sont déjà faites. Alors, des synthèses disciplinaires, j'en ai apporté une. On a fait une synthèse disciplinaire sur l'archéologie qui a été remarquée, je crois, il y a 2 ans déjà. Et puis, on est en train d'en faire une sur la virologie. Donc, vous voyez qu'on ne craint pas les sujets un tout petit peu chauds. On va en faire une sur les mathématiques et on va en faire une sur génétique et épigénétique. Donc, des tableaux nationaux, eh bien, c'est fait. Non, n'en parlons plus, c'est en cours. On a parlé de la réorganisation des départements, la remarque de la Cour était parfaitement justifiée, ça a été voté en décembre, les directeurs de département On a évoqué l'environnement éclaté aussi, voilà, absolument. Alors, il y a une deuxième grande catégorie de choses, ce sont les choses qui vont dans le sens de ce qui est souhaitable, me semble-t-il, mais qui ne dépendent pas totalement de nous. Alors, le lien entre évaluation et allocation des moyens, mais on pourrait longuement discuter des systèmes d'allocation des moyens dans le système français. À vrai dire, mon grand point, c'est que en matière de relations contractuelles entre l'État et les établissements, on a plutôt régressé dans la décennie qui vient de s'écouler. On reparle de dialogue stratégique et de gestion, c'est très intéressant, mais encore faudrait-il que l'allocation des moyens permettent à l'État de tenir compte des évaluations. Notre part du boulot, c'est de fournir des rapports qui soient lisibles, utiles aux évalués, utiles à l'État. Entre parenthèses, le grand débat de savoir si on travaille plutôt pour les établissements ou plutôt pour l'État m'a toujours laissé un peu froid dans la mesure où je ne vois pas de tension entre les deux. Il me semble que ce qui est utile pour les uns est utile pour les autres. Donc, avec ces recommandations de la Cour, je me sens à l'aise. Et puis il y a 2 points au moins avec lesquels je suis en divergence très nette. C'est la question de la cotation. Je ne pense pas qu'il faille revenir à la notation qui concernait les unités de recherche. Je ne vois pas qu'on mette une note à l'université Paris-Saclay ou à l'université de La Rochelle. Non, c'est autre chose. C'est un classement. Il y a peu de... Je veux dire, je connais pas de dispositif de notation pour les établissements. La question de la notation pour les unités de recherche, c'est caricatural. Une notation à 4 échelons, ça a des effets de seuil. Ça a des effets pervers, tout le monde se retrouve à plus, ça simplifie le message d'une manière absolument extraordinaire, et autant je pense qu'il faut dire les choses, il ne faut pas euphémiser, il ne faut pas dire que tout est au meilleur niveau mondial, mais il faut, par respect pour nos collègues et pour ce qu'ils font, il faut décrire leur activité en quelques mots. Ça peut être quelques lignes, ça peut être une demi-page, des versions longues des rapports sont assez développées, elles ont une conclusion. Eh bien, lorsqu'on regarde un établissement, il y a des points forts, des points faibles et des recommandations. Ça prend une grosse page, enfin, ça permet de décrire l'activité. Et c'est infiniment plus utile qu'une cotation. Donc, s'il s'agit de dire que nous sommes là pour dire les choses, pour être en face des réalités, c'est bien d'accord. S'il s'agit de dire qu'il faut caricaturer le message, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Le deuxième point sur lequel je suis en désaccord, c'est l'idée que les établissements paient les évaluations. Alors, je vous le disais tout à l'heure, je parlais
d'un rapport qui concerne une école de management privée, il est bien naturel que elle souhaite être évaluée, elle n'y est pas obligée. Nous le faisons, nous en sommes ravis. Il est naturel que ça ne coûte rien aux contribuables, puisqu'elle tire ses ressources d'une autre poche que celle de l'État. En revanche, s'agissant d'universités, faisons simple, c'est-à-dire l'État nous fait confiance et nous finance, nous coûtons environ 18 millions à l'État. Si nous sommes inutiles, c'est très cher. Si nous sommes utiles, ça n'est pas très cher. Eh bien, c'est le plus simple, plutôt que de financer les établissements pour qu'ils nous refinancent. La deuxième chose, c'est que l'idée que les établissements paient leur évaluation crée un rapport qui n'est pas sain entre l'évaluateur et l'évalué. Donc voilà les deux points de divergence majeurs. Pour le reste, c'est un rapport qui nous sera utile. Deux points qui sont peut-être d'ailleurs sur lequel le rapport aurait pu venir. L'intégrité. Absolument. Il n'y a rien sur l'intégrité, alors que je crois que c'est quelque chose qui est très important au HCRS. Absolument. Puis le deuxième point, c'est comment des acteurs externes devraient probablement se saisir. Enfin, le HCRS ne peut pas tout faire, donc on pense notamment aux médias. Absolument. Alors, on ne peut pas faire le reproche à la Cour de ne pas tout traiter, à vrai dire. Bon, la Cour est censée regarder la bonne utilisation de l'argent public, ce qui évidemment touche à des questions politiques. Sur l'intégrité scientifique, il y a eu un excellent rapport du sénateur Ouzoulias et du député Pierre Henriet. D'abord, il y a là aussi une histoire qui débute avec Thierry Mandon, qui fait un choix sans doute contraint par le temps, par les solutions institutionnelles, qui consiste à créer l'Office français de l'intégrité scientifique au sein du HCERES. Et puis ensuite, il y a des évolutions extrêmement positives qui sont liées qui sont contenues dans la LPR. Et puis, il y a ces rapports récents. Moi, je prends tout cela comme une responsabilité. Il se trouve que nous sommes en charge d'incuber l'Office et le Conseil d'orientation, le Conseil français de l'intégrité scientifique, qui est le COFIS. Qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a recomplété le COFIS qui n'était plus au complet. J'ai recruté une directrice à l'Office, une personnalité absolument remarquable, Stéphanie Ruffy, fait une école d'ingénieur, est saisie par la recherche, fait une thèse d'astrophysique aux États-Unis, revient... à moins qu'elle n'ait fait sa thèse d'astrophysique en France et sa thèse de philosophie à Columbia, parce qu'elle est maintenant professeure de philosophie à l'École normale supérieure et qu'elle s'intéresse à la manière dont la science contemporaine se produit. Et elle a envie de regarder concrètement les 1000 questions dont on a vu apparaître certaines à l'occasion de la pandémie, qui touchent à la manière dont on produit honnêtement de la science aujourd'hui. Donc, pour moi... Dans un monde où le maître mot est fake, désormais, ça compte l'intégrité. C'est crucial, parce que c'est une question d'hygiène de l'activité scientifique, mais aussi c'est une question de confiance des citoyens en la science, donc c'est crucial. On est bien équipé, l'Office aura des moyens accrus, et voilà un thème. On peut imaginer que dans quelques années, l'Observatoire de l'intégrité scientifique ait une forme d'autonomie. Ça n'est pas moi qui suis en train de devenir une autorité publique indépendante qui dirait qu'il n'est pas utile d'atteindre une certaine forme de solidité institutionnelle. C'était sans doute un petit peu prématuré, c'est du moins ce que les décideurs ont choisi de faire à l'époque. Et en attendant, mon rôle, c'est d'incuber l'Office. Vous avez évoqué le fait qu'une école a demandé à être évaluée. Finalement, les écoles sont classées. Enfin, celle que vous avez citée, le SCP Business School, est classée. Quel intérêt pour une école d'aller se faire expertiser par le HCRES? Alors, on en discute beaucoup, à vrai dire, avec la CEFDG, Mathilde Goletti et Alice Guillon de la CDEFM, la nouvelle conférence qui vient d'être créée. Ces écoles sont évaluées et surévaluées. Mais là, ça n'est pas vraiment nous qui sommes responsables. Elles sont face à des évaluations nationales faites par la CFDG, elles sont face à des évaluations internationales, la fameuse triple couronne, etc., etc. Alors, que vient faire le HCRES là-dedans et pourquoi sont-elles volontaires? EM Lyon a souhaité aussi être évalué et d'autres, nous sommes en discussion avec d'autres écoles majeures pour les évaluer. Je crois que c'est tout simplement la force d'attraction du modèle universitaire, c'est-à-dire elles ont leurs spécificités. On sait bien que les écoles de commerce, elles ont une histoire académique très particulière, avec la première en France, justement, le SCP, la première école de commerce en 1819. Elle se crée en dehors de l'univers proprement académique, parce que c'est des écoles professionnelles. Néanmoins,
qu'on pense à la Harvard Business School, elles ont un rapport avec le monde académique dans son ensemble. Et quand on discute avec l'Institut Polytechnique de Paris, je sens bien que du point de vue de l'ingénierie, le même type de question va se poser. Donc c'est à la fois... Il faut trouver un équilibre entre l'affirmation d'une identité professionnelle et académique particulière et le fait de se confronter aux acteurs dans leur ensemble. C'est dans cet espace-là qu'ils veulent être regardés. Je trouve ça très intéressant. Bien, je pense qu'on a répondu en tout cas à bon nombre des questions qui sont soulevées. Merci Thierry Coudon. Merci beaucoup.